croissance de la production de blé de ces 2 dernières années. La superficie des terres emblavées est passée de 6 à 7,26 millions d'hectares. Et la production? Arrêtez les beaux discours, les chiffres on les connaît. Le coupa Tom O'Halloran. À quoi ça nous sert de produire plus puisque le cours du blé ne cesse de baisser? On parle même de surproduction. Le géant dodelina de la tête pour montrer qu'il approuvait son camarade. Le grand blond souriait toujours. « Content qu'on dise des vérités !» lâcha-t-il en se tapant sur la cuisse. « Messieurs, un peu de calme, s'il vous plaît !» dit Sir George qui entendait rester maître de la situation. « Eh bien, dites-nous ce que vous comptez faire pour nous débarrasser des émeus avant qu'ils n'aient tout détruit, » reprit Tom O'Halloran. « Car en ce moment, pendant que nous sommes assis là, bien tranquillement à discuter, ils saccagent nos récoltes et dévorent les épis de blé. » Le grand blond se tapa à nouveau sur la cuisse. « C'est bien vrai, ils font des dégâts énormes, ils en piétinent bien plus qu'ils en mangent, c'est de la vermine, il faut s'en débarrasser. »« À coups de mitrailleuse !» dit le géant qui ouvrait la bouche pour la première fois. « Des mitrailleuses, c'est pas un peu exagéré pour des oiseaux ?» répondit en souriant Sir George. « 50 kilos pour 1,90 m, vous appelez ça des oiseaux ?» dit le petit sergent. « Ils courent à plus de 50 km/h. Bob a raison, il nous faut des mitrailleuses. »« Vous ne pourriez pas les piéger ou les empoisonner ?» interrogea Sir George. « Vous êtes malin, vous avez envie de faire crever tout le bétail !» s'exclama Tom O'Halloran, qui avait oublié qu'il parlait à un ministre. Un large sourire se dessina sur la bouche lipue du grand blond. « Donnez-nous 2 mitrailleuses légères, monsieur le ministre, 2 Lewis Mark I, et je vous garantis qu'en une journée le problème est réglé. Nous avons bien vu comment ces petits bijoux décimaient les rangs adverses pendant la Première Guerre mondiale. Messieurs, un peu de calme, je vous prie, je vais voir ce que je peux faire. De toute façon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il me sera impossible de confier de l'armement militaire à des civils, qui plus est des mitrailleuses. » L'entretien se poursuivit encore une bonne dizaine de minutes, Sir George les assurant qu'il ferait tout ce qu'il était en son pouvoir pour leur donner satisfaction, au besoin en créant une task force. Cette nuit-là, Sir George n'arriva pas à trouver le sommeil. Envoyer l'armée avec des mitrailleuses pour détruire les émeus ne risquait-il pas de choquer l'opinion publique? Le souvenir douloureux des 2 plébiscites pour les conscriptions de 1916 et 1917 le hantait toujours. Il se rappelait avoir été quelque peu naïf. En tant que sénateur d'Australie occidentale, il avait dirigé lui-même dans son État les campagnes en faveur du service militaire obligatoire. « Allez vous battre en Europe, sauvez les démocraties !» Et la réponse au référendum de 1916 et 1917 avait été oui en Australie occidentale, mais le non l'avait emporté sur le plan national, et c'est là qu'il avait manqué d'intelligence, ou plutôt de clairvoyance. La population de son État étant majoritairement pour la conscription, le oui l'avait d'ailleurs emporté à 69,71% en 1916, il avait pensé l'emporter facilement sur le plan national, mais il n'avait pas assez tenu compte d'un facteur important. La population de son État comptait un nombre élevé de citoyens d'origine britannique, et c'est à eux qu'il devait cette forte proportion de oui. Ils avaient vu dans la conscription un geste de loyauté envers la couronne britannique. Mais dans les autres États, où il n'était pas majoritaire, le vote des ouvriers et des fermiers avait été motivé par de toute autre raison. Les ouvriers avaient craint qu'on ne fasse appel à une main-d'œuvre étrangère moins bien payée pour les remplacer dans les usines pendant qu'ils serviraient en Europe, et qu'à leur retour, ils ne puissent plus retrouver leur salaire. Il avait aussi sous-estimé le vote des femmes, bien plus pacifistes par nature que l'homme, lesquelles s'étaient mobilisées massivement contre la conscription. Mais peut-être qu'au fond, la raison principale du rejet de la conscription avait été la distance énorme qui séparait l'Australie de l'Europe. Le théâtre des opérations, les bombardements, les territoires occupés, tout ça était si loin. En tout cas, il ne voulait pas se tromper une nouvelle fois. Par 2 fois déjà, il avait connu l'humiliation de la défaite pour des victoires qu'il avait crues faciles. Finalement, était-il vraiment intelligent ?
Il avait beau être sénateur d'Australie occidentale et ministre de la Défense, il lui arrivait de se demander s'il était vraiment intelligent. Intelligent vient du latin intelligere, choisir entre. Est intelligent celui qui fait le bon choix. Il n'avait jamais oublié ces paroles de son professeur de latin, tout en ayant conscience d'avoir maintes fois failli à cette belle et noble définition. Quel choix allait-il faire avec les émeux? Il ne le savait pas encore, ou du moins voulait-il le croire, car en sa qualité de ministre de la Défense, avait-il vraiment le choix? Il s'endormit sur cette interrogation. À son réveil, il fut à la fois étonné et ravi de constater que tout était maintenant très clair dans sa tête. Il allait créer une task force, composée de militaires qui auraient pour mission d'éradiquer les émeux. Il fallait montrer aux fermiers qu'on était avec eux, que le gouvernement faisait tout pour les aider. Il acquiesça donc à la demande des fermiers, nonobstant certaines conditions. Les fermiers prendraient à leur charge le coût des munitions utilisées et fourniraient le gîte et le couvert. Comme il s'agissait d'un problème local, il jugea inutile d'informer le conseil militaire à Canberra. Il utiliserait les forces militaires locales. Pour cela, il prit contact avec le brigadier A.M. Martin qui commandait la 5e région militaire basée à Perth. Ils discutèrent un bon moment, évoquant le fait que les émeux étaient coriaces, difficiles à approcher et qu'il ne serait pas si facile que cela de les tuer, en conséquence de quoi il faudrait prévoir une quantité importante de munitions. L'entretien se conclut sur une phrase de Sir George Pearce qui déclara « Nos hommes n'ont pas souvent l'occasion de s'entraîner sur des cibles mouvantes. Ça leur fera un excellent exercice de tir. » Fort de toutes les recommandations que lui avait laissées le ministre de la Défense, le brigadier Martin s'attela d'heure chef à la tâche. Il choisit 2 de ses meilleurs hommes, qui avaient la réputation d'être de fines gâchettes, le sergent S. McMurray et l'artilleur Jim O'Halloran, qu'il plaça sous le commandement du major J.P.W. Meredith. Sur la recommandation de Pearce, un caméraman aux armées de la Fox Moviedone se joindrait à eux pour filmer la campagne. Le premier ministre d'Australie occidentale, Sir James Mitchell, donna son feu vert. Mardi 18 octobre 1932, la task force composée du major J.P.W. Meredith, du sergent S. McMurray et de l'artilleur Jim O'Halloran quitterait de nuit la base de Perth pour Burrakopin, équipée de 2 mitrailleuses Lewis Mark I et 10 000 munitions. La première guerre officielle